un nouvel épisode best-of de CTOs pour les épisodes allant du numéro 96 à 106. Très bonne écoute à tous. Des moments durs, des moments de galère, des moments de... Puis j'imagine c'est des gros horaires, enfin tu penses c'est ton bébé quoi. Je dirais que la deuxième moitié de 2022, c'était l'un des pires moments de ma vie. J'étais complètement consumée. Ça se dit consumée ? Non, mais j'ai... Alors, on voit l'idée, hein. T'étais KO, t'étais... Ah ouais, en fait, toute mon énergie, low batterie, quoi. Tout ce que je faisais, toutes mes pensées, tout était orienté autour de Tessa. Et donc j'ai envie de dire que quand j'ai lancé le MVP, c'était pas là. Donc ce que je t'expliquais tout à l'heure où j'ai eu un... C'est pas là que je l'ai plus ressenti parce que c'était encore... T'étais encore dans l'action. C'était encore un prototype où je pouvais encore dire aux gens, faut pas juger Là, il faut juger les algorithmes, faut pas juger l'utilisateur interface. Le vrai moment compliqué pour moi, ça a été le lancement du MMP, Minimal Marketable Product, donc quelques mois plus tard, où là, il y avait l'interface utilisateur et où c'était la première fois qu'on mettait un produit, on va dire fini, entre les mains de gens qui ne faisaient pas partie de l'équipe tech. Et pourquoi tu dis que c'était un moment dur pour toi ? Enfin, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, mais c'est la première fois où on me jugeait. Parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment un entre nous. Donc, en fait, tout le développement de Tessa, moi, j'ai vécu... j'avais deux vies en parallèle. J'avais la vie avec mon équipe tech que j'avais recrutée, où ça se passait, où vraiment, il y avait des moments durs parce qu'il y avait des deadlines, mais on était quand même très soudés et on construisait énormément de loyauté, on construisait énormément de transparence. On était tous soudés à travers la vision produit qu'on essayait de mettre en place. Et moi, j'essayais vraiment de les protéger du monde extérieur. J'essayais vraiment de les protéger par exemple, je leur ai jamais dit que le CEO voulait qu'on livre en 4 mois. Parce que ça ne sert à rien de dire ça à l'équipe tech, ça va les frustrer, donc du coup, moi, j'essayais vraiment de les protéger et de faire en sorte qu'ils aient le plus de place possible pour exécuter leur travail de la meilleure manière qui soit et de leur donner les outils dont ils avaient besoin pour faire ça. Et moi, j'avais tout l'aspect interaction avec le reste de la boîte et avec le reste de l'autre côté de la médaille, où moi, je devais communiquer avec les exécutifs sur l'avancement de Tessa, où je devais éduquer aussi sur ce que ça voulait dire de développer un logiciel et essayer de manage expectation, donc de tamiser leur attente. Tamiser, non. Non, pas tamiser, gérer. Gérer, ouais, d'essayer de leur dire non, là, ce que vous demandez, c'est pas faisable, c'est pas réalisable. Donc, trouver des compromis, parce que dire non à un CEO, c'est pas facile. On dit pas non à un CEO, on dit ok, on va voir. Donc, tout cet aspect-là... T'es sûr de ça ? De quoi ? Tu dis, on dit pas non à un CEO, on dit oui, ok. En l'occurrence, t'as dit non ? En l'occurrence, j'ai dit non. Et est-ce que c'est un rôle de dire non ? Est-ce que c'est un rôle de dire oui, ok ? Ou justement, c'est bien de dire non quand c'est pas possible, quoi. Alors, c'est une question très intéressante et je pense que ma vision a vraiment changé. Moi, j'étais jeune au début de tout ça et j'étais aussi immature sur plein de niveaux et j'avais vraiment un esprit tech. Moi, c'est la tech qui m'intéressait, c'est l'innovation, c'est le produit, j'ai envie de te dire, je m'en fichais s'ils se vendaient ou s'ils se vendaient pas. L'aspect business... Ah ouais ? Dans le sens... C'était pas que je m'en fichais, pour moi, c'était si la tech était... si on y arrivait, si on arrivait à construire un outil qui marchait, forcément, ça allait se vendre. Si c'était beau, technologiquement parlant, si l'innovation était là, forcément, les gens allaient l'acheter. Pour moi, il n'y avait pas de stratégie de vente dans ma tête. C'était pas prendre en compte le marché actuel, prendre en compte les différents facteurs, le business, la levée de fonds, ce que les investisseurs voulaient pas,
un runway, un cash flow, c'était des trucs qui me passaient complètement au-dessus de la tête. Et aujourd'hui, du coup Aujourd'hui, j'ai vraiment j'ai complètement changé. C'est important. Enfin, s'il n'y a pas de marché, c'est. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de start-up. C'est collaborateur, 100% Presta, quoi. Alors, sur la partie technique, on a une particularité que j'ai découvert en arrivant là-bas et qu'on a continué, c'est que 95% des équipes techniques sont des Prestats. Alors, ils sont des Prestats pour une raison qui est finalement assez simple, c'est que dans les pays dont on parle, Europe de l'Est, les gens se mettent très facilement et très naturellement à leur compte en tant que prestataires, pour des raisons de taxes pour eux. Mais aussi, et c'est la partie que j'ai trouvée finalement très intéressante culturellement, c'est que ce côté Presta donne une relation employeur-employé, manager-manager, entre guillemets, qui est beaucoup plus honnête. C'est-à-dire que la personne reste parce qu'elle aime son travail, parce qu'elle est bien payée, parce qu'elle est heureuse de travailler pour toi, et toi tu gardes la personne parce que ça se passe bien, entre guillemets. Donc on n'est plus du tout, ça permet entre guillemets de se focaliser sur une relation gagnant-gagnant en quelque sorte. Et ça c'est assez nouveau, quoi. On ne parle pas d'un plan de carrière tout de suite, de le contrat, les termes du contrat et ainsi de suite. C'est voilà, je travaille avec toi Pierre, tu travailles avec moi Sylvain, ça se passe bien, super, on continue. Et puis le jour où ça se passe pas bien, il y en a un des deux qui lève la main, 15 jours après c'est fini, merci, au revoir, un peu plus à l'américaine, tu vois. Donc, et ça se passe super bien. On vient de faire les entretiens annuels, tout le monde est content. On a 2 personnes dont on n'était pas content. Du coup, tu fais des entretiens annuels, des prestats. Ouais. Alors ça, c'est pas courant, ça. En fait, on les gère de la même façon que si c'était pas des prestats. Une partie de ces gens-là travaillent pour des agences, forcément, parce que des fois, tu vas pas aller chercher un par un toutes les personnes que tu veux. On en a en Géorgie, on en a en Ukraine, on en a en Arménie, en Azerbaïdjan, à Londres. Enfin, tu vois, tu peux travailler pour nous quel que soit l'endroit où tu es. Et on a des prestats italiens basés en Italie, tu vois. Donc, c'est plus un type partout, en fait, c'est un type de contrat. Et oui, on fait des entretiens annuels. Enfin, en fait, on fait même des entretiens tous les 6 mois et un plus gros annuel, parce qu'on veut savoir comment les gens se sentent, quoi. Et puis aussi pour des raisons de certification ISO, on calcule le niveau de chacun, tu sais, un expert, moyen, junior, voilà. Donc on fait la même chose que pour des employés. Ok. Donc pour nous, on en a reparlé avec le nouveau PDG, voilà, le concept c'est un one mint, donc il n'y a qu'une seule entité. Et que tu sois français, employé ou ukrainien, freelancer, tu es une ressource de travail et tu dois te sentir impliqué dans le projet. D'ailleurs, donc, le PDG fait un all hands tous les mois, ils participent tous de la même façon. Une belle aventure qui dure 8 ans, mais qui finalement se termine pas bien. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Et c'est bien aussi d'en parler. Il n'y a pas que des licornes ou des décacornes ou je ne sais quoi cornes qui existent. Il y a aussi des aventures qui marchent un temps et qui doivent s'arrêter parce que finalement ils n'ont pas les fonds ou c'est compliqué. Donc je pense que c'est bien d'en parler. Ouais. Ça permet peut-être de rester humble et de croire qu'il n'y a pas que des levées, je ne sais pas combien de millions, milliards et que c'est facile, quoi. Parfois on est un peu dans l'adversité aussi, quoi. Ok. Et t'as dû gérer justement là, à la fin là, les plans sociaux, licenciements, tout ça. Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai accompagné surtout parce que les plans sociaux, ils sont plus pour gérer par la partie RH. Ils arrivent là, dans les semaines à venir. Par contre, moi, j'ai dû me séparer de 40% des effectifs du jour au lendemain. Ça, c'était pas évident. C'est-à-dire que tu apprends la nouvelle le jour J et dans l'après-midi et le lendemain, tu dis c'est fini, quoi. J'aurais bien aimé ce timing. C'était pas ça. C'était réunion à 14h avec toute la boîte qui, à la base, soit dit en passant, devait être par les roadmaps, par les projets, parler de l'avenir des équipes, quoi. Qui s'est pas avéré d'être le sujet. Et moi, à 13h55, on me prend dans un bureau à part, on me dit je te préviens, ça va durer 2 secondes, mais la boîte est en redressement. Cet après-midi, il faut que tu viennes tous les freelances, tous les CD, tous les freelances, les boîtes de conseil, tout ce qui travaille avec nous, on arrête direct.
Et là, mon dirigeant s'en va et je me retrouve avec cette nouvelle un peu choqué. Et je reviens dans la pièce. Je vois que j'imagine que je fais une tête pas normale parce que tout le monde me regarde bizarrement en mode qu'est-ce que tu sais, et je dis rien. Enfin, je suis dans mon truc. Et en fait, on apprend à 14h qu'on va pas parler roadmap et qu'on nous annonce la nouvelle de l'actualité de Cityscoot. Et donc là, forcément, douche froide pour tout le monde, etc. Mais je ne m'accorde pas le temps de passer du temps avec les équipes en place parce que j'ai 15-16 personnes à appeler dans l'après-midi pour leur dire qu'on arrête tout de suite. Et en fait, je me voyais pas envoyer un message Slack en disant à l'équipe bon bah salut les 15, c'est fini, au revoir quoi. Moi j'avais envie de passer du temps avec chacun, le temps qui était nécessaire pour leur expliquer la chose, que c'était pas personnel, que c'était juste une décision purement économique et qu'on ne pouvait pas continuer à les payer. Donc c'est pas évident parce que certes c'est des freelances ou des gens indépendants, mais c'est des gens qu'on a toujours intégrés aux équipes comme s'ils faisaient partie des équipes. Et donc ouais, tu dois leur dire tu fais du super taf, j'ai adoré travailler avec toi, mais il faut que tu partes vendredi à midi maximum quoi. Donc ouais, ça aussi c'est très dur. T'es dans la charrette toi à ce moment-là aussi. C'est-à-dire enfin, tu es ciblé par parce que je crois qu'il y a quand même quelques salariés qui sont repris tout ça, mais toi tu fais partie de... Alors ouais, t'as raison, ce qui est important là c'est de préciser qu'à ce moment-là quand on apprend la nouvelle, c'est tout le monde. On sait pas encore ce qui va se passer, on sait juste qu'on est en redressement et qu'on doit chercher des investisseurs pour que Cityscoot perdure. D'accord. Sinon okay. à la fin c'est liquidation. Okay. Donc là on est dans un mode où on sait pas encore qu'on est licencié. Par contre on sait qu'on n'a plus les fonds nécessaires parce qu'on n'a plus les subventions et le cash des actionnaire. Donc c'est sûr, on doit limiter les dépenses, donc on doit couper tous les externes. En gros, c'était ça. Donc eux, les externes, quoi qu'il arrive, c'était terminé. Mais les autres équipes, on va dire en CDI, elles, à ce moment-là, savent pas que ce sera encore fini. On est encore dans l'espoir de peut-être y arriver, quoi. Et on y croit pendant 3 mois, 2 mois, on va dire 2 mois et demi, et jusqu'au moment où on apprend qu'on n'a pas de repreneurs sérieux avec les fonds nécessaires pour reprendre la boîte. Sur la partie data, IA, il se passe vous avez des choses un petit peu novatrices, révolutionnaires. À fond. Il y a quelqu'un qui t'a soufflé, non? Pas du tout. Bien sûr, nous l'IA dans le recrutement, c'est un des use cases qui paraît assez intuitif et évident. Donc l'IA chez GoJob, ça a commencé il y a 8 ans. À l'époque, on parlait de machine learning, de NLP. On commençait, après arrivait le deep learning. Et du coup, nous, très très vite, on a eu des algos de matching. Donc, comment est-ce qu'on trouve dans une botte de foin le top candidat pour l'offre, et à l'inverse, en tant que candidat, comment est-ce qu'on trouve l'offre qui match avec mes compétences et puis mes envies. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à bosser il y a 8 ans. On a aujourd'hui un algo, plusieurs algos d'ailleurs propriétaires, brevetés, sur lesquels on a déposé des brevets à la fois en France et aux États-Unis, qui sont clairement des algos dans les plus performants du marché aujourd'hui, sur la partie recrutement du profil peu qualifié. Et du coup, l'algo, il fait quoi? Tu vas pas donner les petits secrets, mais c'est par rapport à un algo de matching ça te scrolle un CV et ça analyse une offre et ça fait le matching sur ces documents-là, ou est-ce que ça croise également des données que vous avez rentrées un peu manuellement suite à des préqualifications? Est-ce que vous allez scroller d'autres choses? Ah oui, il y a beaucoup de choses. Au début, on était très focus donc sur la partie ce qu'on appelle hard skills, c'est-à-dire les compétences qu'on voit dans le CV, les expériences faites par le candidat. Ce qui est clé pour bien comprendre d'où il vient et ce qu'il aime faire aussi, parce qu'en fait, les expériences reflètent aussi ce qu'il souhaite faire. Quelqu'un qui a été manutentionnaire, VS par rapport à quelqu'un qui a été employé dans une boutique de fringues, c'est pas du tout pareil. Et on va pas proposer à quelqu'un qui aime bien vendre des habits de travailler dans un entrepôt, et inversement.
Mais c'est clairement qu'une toute petite partie aujourd'hui de ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on sait parser un CV, oui, on sait lire ses compétences et oui, on sait les matcher avec une offre. Mais ce que fait l'algo, c'est qu'il va être capable d'aller chercher aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la motivation, de la résilience, de la capacité à apprendre du candidat, et du coup, qui va utiliser cette donnée-là pour faire le matching et identifier quels sont les meilleurs candidats. D'une part, et puis d'autre part, on utilise également énormément de données qui sont indirectes, qui sont des signaux faibles qu'envoie le candidat quand il postule à une offre, quand il se connecte à l'application, quand il va sur tel ou tel onglet, quand il fait un test, parce qu'on a des tests de compétences sur l'application, donc quand il fait des tests. Et toute cette donnée-là, en fait, on l'utilise pour calculer, par exemple, des enjeux de disponibilité, pour calculer des enjeux de motivation, et qui vont nous permettre de mieux calculer, enfin d'être plus pertinent sur le targeting des candidats. Voilà. Ok. Donc ça c'est vraiment sur la partie donc ce qu'on appelle le matcher chez nous, qui est vraiment toute la partie algo de matching. Et donc ça c'est historique chez nous et ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on bosse sur cette techno-là. Et depuis la sortie de l'IA générative, du coup en novembre dernier, et nous on s'y est mis à fond, tout simplement parce qu'en fait c'est extrêmement pertinent pour le métier du recrutement, surtout sur des profils peu qualifiés. Et du coup nous on utilise l'IA générative en prod, dans le cœur de ce qu'on fait chez GoJob. Et sur quel use case? Ouais, on a développé un produit qui s'appelle Aglaé Alpha, et concrètement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est capable d'entrer en... Donc c'est un assistant virtuel d'un recruteur chez nous, un assistant virtuel de quelqu'un qui est sur site chez nous, et qui va rentrer en interaction avec les candidats qui ont été targetés par du coup notre algo dont on parlait tout à l'heure, algo de matching, et qui va pouvoir échanger avec le candidat pour voir si effectivement il est bien motivé par le job, si effectivement il a bien les prérequis qui vont bien par rapport à ce qui est attendu, et si effectivement il valide tout ça, il va être directement envoyé à un recruteur chez nous ou en entretien sur site. Et du coup en fait il y a d'énormes avantages. Il y a 3 avantages principaux. Le premier, c'est que côté du candidat, l'expérience elle est géniale, parce qu'en fait il a une interaction très rapide et une réponse très rapide à la sollicitation, donc il sait très vite à quelle sauce il va être mangé. Donc ça, c'est quelque chose, j'en parlais hier avec l'un d'entre eux, parce que j'étais sur site hier, et il me disait, je trouvais ça génial. Donc, et on note bien que c'est l'assistant virtuel, hein, ça on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais je pense que c'est essentiel. Donc premier point, c'est que c'est canon pour l'expérience côté candidat, c'est canon pour l'expérience côté client, parce qu'on est capable d'aller très très vite et de réellement fluidifier le marché de l'emploi, parce qu'en fait on est capable de très vite faire matcher une offre et un candidat, parce qu'au-delà de l'algo de matching, en plus on va directement engager le candidat et être capable d'aller trouver le bon candidat et de l'engager, et donc on accélère grandement le processus de qualification. Et le troisième point, qui est pour moi également game changer, c'est le changement dans le travail du recruteur. C'est-à-dire que le recruteur, avant, il passait entre 10 et 20 coups de fil pour mettre une personne en mission. Et donc sur les 10 et 20 coups de fil, il y avait plein de personnes qui l'appelaient qui n'étaient pas pertinentes pour le job. Là maintenant, il appelle une personne et c'est la bonne. Et en fait, ça change tout, parce que pour le recruteur, ça fait que tout le temps qu'il passe avec la personne, c'est avec une personne qui sait qu'il va mettre en mission. Justement, on m'a souvent posé la question, CTO, VP of Engineering, pour moi ça dépend complètement des contextes. On peut être CTO d'une personne, ça n'a rien à voir avec CTO de bien plus, et pareil, le VP peut prendre beaucoup de rôle du CTO. Et donc, typiquement, là, il y a 2 founders, qui sont Yvan et Jesse, qui ont le title de CTO, et c'est très bien, CTO fondateur, et ils sont absolument magiques. Et je reste persuadé encore un jour là que c'est les meilleurs... C'est les développeurs les plus efficaces que je connaisse d'un point de vue pour délivrer un produit. Là où ils sont moins forts, ils m'en voudront pas, ça va être plutôt sur une partie méthodo et management. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus chercher un profil comme moi. Et c'est pour ça que je me suis plus concentré sur cette partie-là. Comment on arrivait un peu à structurer, puisque justement ils avaient essayé de scaler. Je pense qu'avec
la vitesse de croissance de la boîte, il fallait scaler la tech. Et pour le coup, je crois que même les investisseurs à l'époque se disaient ok, c'est bien, ça grandit extrêmement vite, les sales, ça explose. Stan recrute une armée de sales, mais à la tech, vous avez Yvan et Jesse, quoi. Donc quand est-ce qu'on scale la tech ? D'accord, ils vont vite, mais ils sont moins focus sur le côté management, etc. Et là, pour le coup, oui, je pense que c'était... on recrute des gens, mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop comment les onboarder, on ne sait pas trop comment les responsabiliser, et du coup, ils s'en vont, et de toute façon, tant mieux, puisqu'en fait, ils sont nuls, mais on ne leur a pas laissé leur chance, mais en fait, un petit peu tout ce côté-là, quoi. Donc dès le début, c'est vraiment là, c'est l'univers startup. On bosse, c'était bossé très dur avec eux. Puis il y a un côté, on arrive au milieu de deux CTO founders qui ont la réputation d'être très exigeants. Donc comment on se place, comment on trouve sa place dans un binôme qui date de l'école. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que je pense que c'était très complémentaire. Déjà, eux deux sont très complémentaires et je pense que j'étais complémentaire d'eux. Donc là, je vais dire, les premières années, c'était essayer de coder un petit peu pour comprendre le contexte, mais ça a été quand même très, très light, puisqu'en fait, déjà 60% des 12 heures par jour s'étaient passées à recruter, on va dire. Et puis après, c'était justement comment, exactement ce que j'évoquais un petit peu en début, comment on part d'un process qui, pour le coup, ils ont essayé plein de choses, et à chaque fois, c'était complètement pété. Comment on se dit, on va redémarrer d'une feuille blanche, et on va construire avec les deux founders leurs exigences, et aussi le côté mise en place d'un process qu'on va complexifier, mais à chaque fois en expliquant bien aux personnes qui subissent ce process pourquoi on le fait. Sinon, justement, on le subit et on ne le comprend pas et on ne veut pas l'appliquer. Tu parles de process en général ou du process de recrutement ? Là, je parle que du process du process, on va dire, de développement, de delivery, parce que le process de recrutement, pour le coup, à l'époque où j'arrive, il n'y en a pas. Là, pour le coup, c'est terre ravagée, il faut reconstruire. Ok, process de développement. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as complexifiées des fois où tu t'es dit, où tu as fait machine arrière ? Est-ce qu'il y a c'est quoi les étapes de complexification d'un process ? Pourquoi ça se complexifie ? Il y en a énormément, mais c'est au fur et à mesure des années, puisque là, c'est 7 années folles, donc il y a des millions d'histoires. Les moments où il y a eu de la grosse complexification, ça a été la gestion de la dette technique. C'est très compliqué. Et le career pass, c'est quand même gestion de la dette technique et career pass, c'est quand même des moments très compliqués, mais c'est plus tard et c'est à grande échelle, on va dire. Donc il faudrait reposer la question, mais à quel contexte ? Early stage ou un peu plus tard ? C'est pas du tout la même chose. Alors, un peu plus tard ? Le process, je pense que le process de la gestion des dettes techniques, il a été refait à peu près 6 fois. Et en fait, c'est ça qui est génial avec l'hyperscale. Même si on fait un process qui est très simple, et qui marche aujourd'hui, il ne marchera pas demain. Et c'est ça qui a été passionnant à Doctolib, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place, c'était génial, c'était très pragmatique, etc. Et de toute façon, on savait qu'il fallait tout péter 6 mois plus tard, puisque l'équipe avait quasiment doublé et qu'il fallait tout réadapter. Donc on veut la chose la plus simple qui marche à date, mais le plus important, c'est de trouver les mécanismes pour pouvoir se réadapter rapidement. Et tous les 6 mois, tu pètes ce que tu as fait 6 mois avant, quoi. Doctolib, on a doublé la taille de l'équipe tous les ans. Et donc en fait, c'est ce qu'on dit aux arrivants. Alors attention, vous pensez new joiner, mais sachez que déjà dans un an, la moitié de l'équipe, c'est même pas encore qu'elle sera là. Et donc cet onboarding, il est freiné. Et donc l'année prochaine, tu seras senior et tu devras coacher les juniors. Et ça n'arrête jamais. Et pareil, tous mes engineering managers étaient parfois effrayés. Il y a Bla, un ancien d'Octo, bien sûr, qui est ici avec moi à Click and Boat, mais je me rappelle, il avait repris une squad et il l'avait fait super bien fonctionner, elle marchait très bien. Et juste au moment où elle commence à fonctionner, je fais super, il va falloir la splitter et ça va devenir 2 squads. Et en gros, non, Nico, t'es relou. Là, on marche enfin super bien, un coup de rétrospective et d'amélioration continue. On a enfin une squad super fluide. Et ouais, faut tout péter, faut en faire 2 maintenant. Et ça, c'est sans cesse. Donc c'est très intéressant, ça s'embête jamais, mais c'est un peu éprouvant aussi. Le recrutement, ce qui est bien dans le fait de prendre des juniors, c'est que tu prends des gens
que tu vas un peu pouvoir façonner. Ils sont tout frais sur le monde du travail, ils n'ont pas pris de mauvaises ou de bonnes habitudes d'ailleurs. Tu peux leur donner tes habitudes. Je pense sincèrement que 20 minutes, c'est un très bon tremplin. On le voit, hein, que ce soit chez nous à la tech, chez les commerciaux ou à la rédac, ils démarrent là, et puis tu en as pas mal qui se sont retrouvés directeurs de rédaction dans d'autres médias pas mal d'années plus tard. Donc c'est un vrai bon tremplin. Moi, dans mon cas, je cherche des jeunes, déjà parce que c'est bien d'être entouré de jeunes, ça nous fait oublier qu'on vieillit. et puis non, tu peux un peu les façonner, tu peux leur montrer ce que c'est ta philosophie et les amener vers ça. Et t'es sûr que tu auras une meilleure adhésion en fait que voilà, prendre un senior qui a peut-être ses idées, ses a priori. Voilà, c'est un peu plus facile avec les juniors et puis ça rentre dans l'enveloppe budgétaire aussi. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est super, c'est que tu vois, je te dis ça aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis chez 20 minutes. Il y a des gens qui sont là depuis 8 ans, depuis 7 ans. On a un turnover qui est quasiment inexistant. Ouais. J'ai moins d'une démission par an. Donc, sur une taille d'équipe de là, tu as une douzaine de personnes dans l'équipe. Je parle de l'équipe technique, hein, tu as une douzaine de personnes. J'ai moins d'une démission par an. Et moi, je trouve ça très correct. En fait. Bon, c'est faible, effectivement. Ouais. Et parce que les gens sont bien. Ils sont bien parce que ce qu'on fait, c'est cool. Ils sont bien parce qu'on s'entend bien. Voilà. Et puis parce que globalement, 20 minutes, c'est cool, en fait. Et 20 minutes, c'est cool. Et est-ce que les gens sont bien parce que tu essaies de créer les conditions... Enfin, il y a 20 minutes, c'est cool, mais il y a aussi les conditions concrètes, non ? Oui, en fait, on l'a tous été. Moi, j'ai été développeur avant et je sais ce qui était pénible. Je sais ce que j'aimais pas chez un manager. Et après, on n'est pas tous pareils. Non, c'est vrai. Alors, c'est quoi le dénominateur commun de ce qui est pénible et de ce qu'on n'aime pas chez un manager ? Le truc, moi, qui était horrible, c'est quand tu as un manager qui te demandait de faire quelque chose. Il était stressé parce qu'il fallait que tu le fasses vite et il restait assis à côté de toi pendant que tu codais. Tu vois, ça, c'est le genre de truc. Moi, je m'étais dit, le jour où je serai manager, mais jamais de ma vie, je le ferai. Et je ne l'ai jamais fait. Tu vois, c'est des petits détails que tu as dans le quotidien qui peuvent générer un peu de la frustration ou de la tension. Mais en fait, en vrai, quand je te disais tout à l'heure que je voulais plus que du développement, moi, c'est ce contact avec l'humain. Et en fait, je considère que mon rôle, moi, finalement, c'est de prendre des gens, de les aider à, bien sûr, faire avancer 20 minutes, parce qu'on est là pour ça, mais aussi, eux, avancer dans leur vie. Et si un jour, il y en a un qui me donne sa démission, alors que ça fait des années qu'il est là et qu'on a fait plein de choses ensemble, je serais très triste, mais je considérais que c'est sûrement le bon choix, parce qu'il est à un moment de sa vie où il faut qu'il avance. Et c'est un peu la difficulté du manager, je trouve, de prendre des gens, de les aider à progresser, et puis de les voir partir. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Finalement, sans être prof, je fais comme ma mère, je suis prof, mais pas dans une école, quoi. Le recrutement, je pense que c'est le truc le plus compliqué que j'ai eu à apprendre. Tu sais pas comment tu recrutes des gens au début. Tu as plein de façons de faire. Est-ce que je vais lui faire passer un test qui va lui prendre 5 jours chez lui et comme ça je vais être sûr que c'est un bon développeur, ou est-ce que je vais juste lui parler et comme ça je verrai s'il est cool. Bon la réponse est peut-être un entre deux. Les deux. Le recrutement, c'était pour toi le truc ouais, alors le plus dur, quoi. C'est pas le truc sur lequel j'ai dû le plus me remettre en question, mais c'est là où j'ai dû apprendre le plus, je pense. Parce que j'avais jamais vraiment fait passer des entretiens. Faut bien se mettre à la place du candidat. Moi, je sais qu'en tant que candidat, ce que je cherche et ce que je ne cherche pas. Et en plus, on est sur un marché quand même où c'est plutôt les développeurs qui ont l'avantage par rapport aux employeurs. Le recrutement d'il y a 15 ans où l'employeur fait ce qu'il veut de ses salariés, Dieu merci, de ses candidats, Dieu merci, ça n'existe plus. Et on est plutôt nous, employeurs, à devoir séduire les candidats, ce qui est très bien, mais ce qui demande un effort supplémentaire pour vraiment bien présenter la boîte, expliquer aux gens ce qui va vraiment être intéressant dans leur futur poste chez KLS. Et ça, c'est pas forcément très simple à
envisager au début, surtout que j'ai pas forcément toujours eu de très bons exemples par le passé dans mes précédents recrutements. Je dis pas que les gens qui m'ont recruté avant m'ont mal recruté, mais il y avait moins cette problématique de vraiment séduire les personnes et en même temps pas mentir. Parce que, séduire sans survendre. Ouais, exactement. Parce qu'il y a des fois, c'est un peu facile de dire non, mais t'inquiète pas, tu viens chez nous et puis tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu verras, tous les 6 mois, on aura des nouvelles technos, c'est trop bien. Et puis finalement, tu arrives après, et 3 ans plus tard, t'as pas bougé d'un iota. Voilà, donc il y a des choses, par exemple, je pense à TypeScript, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place tout de suite chez KLS. J'en ai parlé lors de certains recrutements. Et au bout d'un moment, été déceptif. Et j'avais peur de ça, en fait. J'avais peur de ça. Alors, le truc, c'est que tu sais que tu vas le faire à un moment. Tu as envie d'expliquer au candidat que... C'est dans la to-do, je te promets. Non, mais c'est un peu ça. Et tu veux pas lui mentir, donc tu veux pas lui dire dans 6 mois, c'est fait, parce que finalement, les priorités d'une startup, ça évolue, donc tu sais pas à l'avance si finalement, ce sera dans 6 mois ou dans un peu plus. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, mais on l'a toujours pas fait... il va avoir l'impression que je le prends pour un con. Et voilà, donc c'est un peu ce sur quoi faut être assez vigilant. Comment tu vends le truc, mais sans le survendre et sans promettre des choses que tu pourras pas forcément donner. C'est un peu un jeu d'équilibriste au final, hein, parce que il n'y a pas de raison de ne pas en parler, vu que c'est quelque chose que tu vas faire. Aujourd'hui, on est en TypeScript. Hein. Ce que je vendais à l'époque, c'était pas un mensonge. Mais on a mis un peu de temps à le faire par rapport à ce qu'on avait en tête. Voilà, c'est des choses, c'est un peu... faut être au clair avec ce que tu vends et il faut être honnête aussi avec les gens que tu as en face, parce qu'il ne faut pas oublier que le candidat que tu as en face, c'est ton salarié après. Et donc, si tu arrives à le faire signer, mais que finalement, après, il se rend compte que tu lui as raconté de bobards, ça se passera pas bien. Et en même temps, quand tu sais que toi, ce que tu as à lui proposer, c'est bien, t'as un peu envie qu'il vienne, quoi. T'as envie de lui dire, vas-y, viens, peut-être que ça va être vraiment bien, tu verras. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'arriver à la fois vendre ce que tu as vraiment, sans survendre, là où il y a d'autres boîtes qui ont un peu tendance à survendre, hélas. Et ça a été une des difficultés un peu qu'il a fallu apprendre. Le fait que chez Equator, on aime bien garder ce lien-là et l'avoir concrètement, comment ça se passe, c'est que on a des services clients qui sont en France, donc ils sont externalisés. Hein. Il n'est pas internalisé, le service client. On a des partenaires avec qui on travaille et qui sont en France. Et donc, chaque personne chez Equator doit aller 2 fois par an au service client, écouter comment on répond aux clients. Pourquoi pas, s'ils sont à l'aise de répondre aux clients, s'ils connaissent bien le sujet. Si quelqu'un appelle pour une souscription, ils peuvent prendre l'appel et parler de la souscription, des prix à la souscription, ou parler de l'espace client, ou répondre à un chèque énergie, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment donc, tout le monde y va 2 fois par an, quoi. Ouais, c'est le but. Alors, ça, en tout cas, c'est la règle qu'on s'est fixée. Et... Ça fait partie du cadre commun, par exemple. Ouais, tout à fait. Et c'est hyper important parce que faut pas oublier pourquoi on fait ça. Pourquoi à quelle problématique je réponds quand j'ajoute cette fonctionnalité sur mon espace client, ou quand je mets ce nouveau truc dans ma facturation ou autre, quoi. Donc c'est hyper important dans la culture d'entreprise, c'est d'avoir ce côté proximité, parce c'est vrai que j'ai pas parlé des valeurs Equator, parce qu'on a 4 valeurs, vous retrouvez aussi sur notre site, mais c'est la proximité. Donc la proximité, c'est aussi on a des clients collaboratifs qui répondent à d'autres clients. Donc c'est un service client. On a un service client qui est professionnel, on va dire, qui est ouvert du lundi au samedi et en dehors des horaires d'ouverture. Donc on ferme à 19h. Vous avez des clients qui filent des coups de main à d'autres clients. Okay. Ouais, qui répondent par exemple au chat ou ce genre de choses. Et ils sont rémunérés en conséquence. Et donc on répond. Donc ça, c'est le côté aussi proximité. On a l'aspect durabilité dont on a un peu parlé quand même. Et puis c'est le côté énergie renouvelable. On a la partie transparence et la combativité qui est importante. Ouais. Donc ça me permet de citer les 4 valeurs clés. Moi,
moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, de faire vraiment le lien entre les équipes support et les équipes tech. Et ça, c'est ce que je fais depuis que j'ai rejoint Worklife, en s'assurant du coup d'améliorer les process d'escalade des tickets support techniques pour que ça soit aussi une centre de monitoring pour mes équipes, pour le scale. Parce que typiquement, quand on met des releases, on met une release par exemple sur l'authentification un lundi, et on se rend compte que lundi après-midi, le nombre de tickets support sur l'authentification, parce que les utilisateurs n'arrivent plus à s'authentifier ou ils ont des problèmes sur la réception des textos, et ben en fait, de base, on fait directement le lien que on a eu un petit souci sur la release du matin, et donc on peut très vite aussi adapter la posture et très rapidement aussi déclarer un incident, être plus proactive et mieux gérer du coup notre relation client. Et donc du coup ça impacte mine de rien la rétention et ça impacte énormément le business. Du coup, les équipes support font partie de tes équipes en fait ? Alors j'ai eu des expériences dans lesquelles les équipes support techniques faisaient partie de mes équipes, notamment chez MongoPay, chez Livestorm aussi. Aujourd'hui, chez Worklife, ils sont plutôt dans les équipes opérationnelles. Je trouve que c'est quelque chose qui fait sens. Et en fait, c'est pas où sont les équipes qui est le plus important. C'est plutôt quel est le bon process pour que les équipes se parlent. Et tu vois, par exemple, comme je te dis, aujourd'hui, les équipes support, ils sont pas chez moi. Mais cependant, on a mis un point hebdomadaire. On se voit tous les mercredis matins. Et les équipes, que ce soit Customer Care ou Customer Success, viennent avec leurs métriques. Et nous, côté tech, on vient avec nos métriques et we connect the dots. Donc, on rejoint les points et on essaye de voir, du coup, est-ce qu'il y a des points de différence ou, par exemple, il y a des sujets qui sont ultra prioritaires pour eux, qu'ils ont escaladé, que nous, ils sont totalement passés à la trappe, chose qui arrive. Et donc, on est obligé d'aller les aider pour être... pour vraiment ramener une responsiveness, donc une réponse rapide à nos clients. Ou est-ce que, par exemple, on a des sujets où on voit une vraie concordance, où on avance dans le même sens, et donc du coup, on fait renforcer ce lien-là. Et tu vois, pour être vraiment très concrète, là, depuis le début de l'année, j'ai rejoint Worklife au mois d'octobre, j'ai bossé vraiment, c'est un sujet, comme je te dis, qui me porte vraiment, que je porte à cœur, et sur lequel j'ai commencé vraiment à travailler dès le mois de novembre. De novembre au mois de janvier, on a descendu le temps de réponse moyen de nos équipes support par 10. On répond 10 fois plus vite. Parce que nos équipes tech en interne, et les équipes du coup en interne, fonctionnaient mieux ensemble. Et donc du coup, on est plus fiable, plus responsive avec nos clients. Et ça, du coup, ça se voit sur la satisfaction client. Et des clients qui sont insatisfaits, c'est des clients qui ne partent pas, qui nous recommandent et qui vont nous ramener du business. Au début, j'étais très inspiré par tout ce qui est entreprise libérée et donc presque à dire le management c'est un truc old school, ça sert à rien. Et puis au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que c'était plus créer du chaos qu'autre chose, je suis revenu et j'ai remis plus de structure de management, d'autant que à partir des 15 qu'on était, on avait recommencé à reprendre un petit peu de prestations parce qu'il y avait de l'activité, il y avait des projets, etc. Intéressant ce que tu dis, entreprise libérée, tout ça, c'était, tu mettais quoi derrière ? Organisation très flat. Ouais, c'est ça, organisation très flat, peu de structure de management, on inspire, on explique l'objectif global et puis après on gère un petit peu les projets si tu veux, mais peu ça de structure s'auto-organise par ça. la motivation, quoi. Et donc, c'est ça. Donc ça n'a pas complètement marché. Non, en fait. Est-ce que ça peut marcher dans certains contextes ? Alors, comment dire, il y a des frameworks entre guillemets un peu de libération comme l'holacratie par exemple. Ouais. Où il y a effectivement des outils pour mettre en place une gouvernance, des choses tournantes. Mais il y a quand même une structure, si tu veux. C'est pas chaotique. Donc effectivement, je pense que l'entreprise libérée, c'est bien comme une philosophie à conserver en tête, c'est-à-dire le principe de subsidiarité, quoi. Si la décision peut être prise plus bas dans l'échelle, qu'elle le soit. Enfin, c'est un des principes, tu vois, de délégation. Tu vois, tu délègues au maximum en fonction des capacités des personnes et des équipes.
Mais pour autant, il faut une structure. Et c'est vrai que mettre en place ce type de structure d'holacratie, faut apprendre à le faire. C'est un framework un peu particulier, etc. Et ce que j'ai réalisé, c'est que finalement... Ça ne veut pas dire pas de cadre. En fait. Oui, ça ne veut pas dire pas de cadre, exactement. Et ma conclusion, c'est qu'il vaut mieux un bon management qu'une mauvaise libération. Ça, c'est ma conclusion de l'expérience. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.